Alors, nous allons maintenant écouter une seconde intervention présentée par Baudouin Dupré, qui est directeur de recherche au CNRS, au LAM, les Afriques dans le monde, donc à Sciences Po Bordeaux. Et donc, Baudouin va présenter une communication intitulée « La pandémie au Maghreb, droits, normes, standards et religion ». Voilà, je vous laisse la parole, Baudouin. Merci beaucoup. Bien sûr, avant toute chose, mes remerciements à Nicolas Monceau et à tous les organisateurs de la rencontre. Comme Neberhardt, je commencerai aussi par une précaution oratoire. Je ne suis absolument pas spécialiste d'épidémiologie, ni des sciences des politiques publiques de la santé, ni de la question de la Covid dans le monde et particulièrement en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Je dirais que j'ai mené un petit exercice personnel d'information, de documentation, mais qui ne me donne aucun statut d'autorité dans ce que je vais raconter. Peut-être que dans la discussion, on pourra arriver à des choses où mon point de vue est un peu plus informé que ce que je vais vous dire tout d'abord. Enfin, il est important pour moi aussi d'insister sur le fait que je n'ai pas d'accès privilégié à l'information, que je bénéficie donc des mêmes ressources que tout un chacun quand il s'agit de travailler sur cette question. Bon, le Maghreb et la Covid-19, c'est une question évidemment extrêmement compliquée. Je suis heureux d'intervenir après Eberhard parce qu'il me semble qu'Eberhard a très bien souligné, et d'autres le feront sans doute après, à quel point la question des chiffres est une question complexe, est une question contentieuse aussi, est une question sur laquelle, évidemment, les autorités se battent, ou en tout cas sont en compétition pour à la fois présenter une formule, une figure acceptable de l'État qu'elle représente, ou qu'elle dirige, mais aussi pour apparaître comme crédible dans l'information qu'elle transmet, ne serait-ce qu'au niveau international. Il y a donc des jeux de respectabilité et de fiabilité qui sont engagés dans la production des chiffres, et cela vaut évidemment particulièrement, peut-être pas particulièrement, mais tout à fait aussi pour les pays du Maghreb. Que dire ? Je vais commencer aussi par dire que je ne vais pas traiter de la question du droit et des normes particulièrement dans cette présentation, même si au niveau des questions ou des débats, je serai tout à fait disposé à en discuter. Mais il me semble que d'abord un petit état des lieux s'impose, et c'est donc en ça que consistera ma présentation. Ce petit état des lieux, je dois commencer par le faire en disant que l'épidémie de Covid, globalement, est contenue dans les pays du Maghreb. Et ce, que l'on se fie aux chiffres ou que l'on se fie plutôt à ce que des gens vivant dans le pays peuvent faire remonter comme impression, des impressions qui ne sont pas quantitativement fiables, mais qui sont certainement qualitativement représentatives. Deuxièmement, il y a la question des mesures de confinement qui ont été adoptées dans ces différents pays et dont on sait qu'elles sont à l'origine de contestations modestes, modérées, mais de contestations néanmoins. Ce qui semble clair, c'est que les mesures de confinement préconisées, entre autres par l'OMS, sont souvent, dans ces pays, les seules mesures qu'ils étaient en soi capables d'appliquer réellement. Le choix politique pour les autorités était un choix politique difficile, le choix du confinement, mais souvent, le plus souvent, c'était le seul choix disponible. Les capacités à intervenir directement pour enrayer l'épidémie étaient des capacités pour le moins limitées en termes d'infrastructures hospitalières, d'infrastructures de santé. Les lits de réanimation dans ces pays sont extrêmement peu nombreux. Les personnels soignants ne sont pas très nombreux. La couverture médicale est faible, particulièrement en province.
Et on sait qu'il y a évidemment une grande inégalité des citoyens devant les soins selon les milieux sociaux, économiques et sociaux auxquels ces citoyens appartiennent. Alors, première chose, quel impact sanitaire peut-on dresser? Quel bilan de l'impact sanitaire peut-on dresser à ce stade? Il est évident que le bilan et pas seulement le bilan chiffré, mais le bilan tel que perçu par les citoyens de ces différents pays est un bilan nettement moins tragique qu'en Europe, aux États-Unis ou encore au Brésil. C'est un bilan qui néanmoins a fait face à une deuxième vague plus sévère que la première vague du printemps dernier. Et quoique la véracité des chiffres soit extrêmement discutable, en février, on déplorait au Maroc environ 8000 victimes, en Algérie 2800 seulement. Alors, est-ce qu'il faut rapporter ça aux revenus par habitant ou à la production de chiffres? C'est une question que l'on va débattre, évidemment. En Tunisie, 5900 victimes étaient à déplorer au mois de février. La reprise épidémique automnale a donc été à la fois réelle et en même temps très éloignée de ce qu'on a pu observer en Europe. En tout cas, dans tous ces pays, aussi bien la première vague que la deuxième vague a entraîné l'adoption de mesures relativement sévères, et la deuxième vague a entraîné un durcissement de ces mesures, avec au Maroc la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, en Algérie le durcissement du confinement, un confinement qui est un confinement partiel, et en Tunisie, la prolongation du couvre-feu qui avait été adopté. Il faut aussi noter qu'il y a de vraies difficultés qui sont liées à une déficience des infrastructures et du matériel, déficience qui est aggravée par l'émigration massive des médecins dans les différents pays du Maghreb, ce qui a rendu évidemment difficile la prise en charge du flux des malades. Quoi qu'il en soit, indépendamment de la réalité des chiffres, je crois qu'il est extrêmement important de constater à quel point les autorités ont pris la pandémie au sérieux. Donc, est-ce que les chiffres que l'on nous donne sont des chiffres crédibles ou non? C'est une question, mais au-delà de ces chiffres, il est évident que les autorités ont considéré qu'il y avait effectivement une crise sanitaire et qu'il fallait y faire face avec les moyens du bord. En termes d'administration des vaccins et de choix de vaccins, il y a quelques réflexions qui peuvent être faites. La première étant que les pays du Maghreb se sont largement détournés des vaccins proposés par les pays occidentaux pour se tourner vers les vaccins chinois et russes. Le Maroc, dans ce contexte-là, a promu une stratégie assez agressive avec une vaccination obligatoire et gratuite pour tous les adultes sur la base du vaccin chinois, le Sinopharm. Alors, ce vaccin a une efficacité évaluée à 79%, qui est donc une efficacité moindre que d'autres concurrents, mais en même temps, il semble présenter une meilleure accessibilité. Et en plus, il y a une véritable question géopolitique qui se trame dans le choix des vaccins et l'acquisition de ces vaccins et leur administration. Le Maroc a par exemple choisi une sorte de stratégie de partenariat avec la Chine dans l'espoir d'un transfert de technologies et de compétences et avec la décision de développer un site de production destiné à l'Afrique. Et donc, on s'inscrit dans la politique africaine du Maroc qui est en pleine expansion, une production destinée à l'Afrique dans la future cité Mohamed VI de Tanger-Tek. En tout cas, il y a eu acquisition de 65 millions de doses, principalement de Sinopharma, mais aussi d'AstraZeneca, avec l'ambition de vacciner 25 millions de personnes au Maroc. Ceci étant, l'approvisionnement a été compliqué et la première vague de vaccination qui semblait avoir été couronnée de succès, à cette vague a succédé une période qui est plutôt une période de pénurie et de vaccination au ralenti. En Algérie, autre choix géopolitique quant au vaccin, c'est le choix du vaccin russe Sputnik V.
qui s'explique techniquement par la relative facilité de conservation de ce vaccin, dont l'efficacité est jugée supérieure à celle d'AstraZeneca et de Sinopharma, dont les effets secondaires sont considérés comme acceptables et qui s'avère être 2 fois moins cher que le vaccin Moderna. En même temps, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une perte de confiance évidente des citoyens vis-à-vis des institutions algériennes, qui sont des institutions que l'on sait largement dépourvues ou vidées de leur légitimité, d'une part, mais aussi des institutions qui peinent à faire valoir le vaccin russe comme un vaccin de qualité, alors que la plupart des gens de la population algérienne considèrent qu'il s'agit plutôt d'un vaccin de seconde catégorie, si l'on en croit par exemple ce que rapportait le journal El Watan. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'impact économique et sociétal de la crise, de la pandémie dans les pays du Maghreb? Il faut voir que cette crise pandémique n'intervient pas nécessairement dans un ciel bleu d'un point de vue social et économique. En Algérie, lorsque le virus apparaît, le pays est déjà très largement et politiquement et économiquement à l'arrêt. Et ça s'explique par la chute des cours du pétrole, par l'érosion de la réserve de change et aussi par la contestation du Hirak qui durait déjà depuis 12 mois. Le premier impact du Covid procède donc d'une tension sur les prix à la consommation et d'un climat d'anxiété qui a conduit les Algériens, même les plus réfractaires au classique du FLN, à se tourner vers l'autorité de l'État en charge de la santé publique. Alors, au Maroc, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point les autorités ont décidé de plutôt adopter une diplomatie reposant sur la notion d'exemplarité marocaine, aussi bien à l'adresse des pays du Nord, en essayant de s'imposer comme un interlocuteur régional crédible, mais aussi exemplarité à l'égard des pays du Sud, en consolidant la profondeur stratégique du Maroc sur le continent africain. Et cela s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans la politique africaine du Maroc, qui est une politique résolument tournée vers le Sud et non pas une politique maghrébine. Alors, on observe une stratégie duale des autorités marocaines, en ce sens que, à la fois, il y a une autorité forte quant à l'exécution des règles du confinement, mais en même temps, le choix opportuniste de profiter de cette crise pour adopter un certain nombre de mesures sociales inédites, comme le soutien au secteur informel et aussi, plus récemment, le choix de la généralisation de la couverture sociale. Cela n'a pas empêché, évidemment, au Maroc, l'émergence, ou le renforcement de la contestation, et entre autres de la contestation islamiste. Enfin, en Tunisie, on observe une forte prise en charge de la crise par 3 personnalités politiques importantes. Le président, d'une part, le Premier ministre, le ministre de la Santé aussi. Les mesures de confinement ont été cependant assez contestées au niveau de la population, mais ce qu'on constate, c'est que l'épidémie a certainement réveillé une vieille fracture sociale tunisienne et montré ou révélé les faiblesses de l'État, et entre autres révélé par sa difficulté à organiser la distribution de l'aide d'urgence. Alors, je pense que le temps passe vite et donc je voudrais juste conclure par quelques enjeux géopolitiques et quelques considérations que je livre pour la discussion finale. Les enjeux géopolitiques, c'est évidemment la mise en cause du système européen dans la plupart des pays du Maghreb, une mise en cause du modèle européen avec une tentation de se tourner plus vers la Chine pour ce qui est du Maroc, vers la Russie pour ce qui est de l'Algérie. On voit aussi que ces drames sanitaires sont transformés
au Maroc au moins en enjeux géopolitiques et en armes de conquête diplomatique, et on pourrait parler, ce n'est pas le cas seulement du Maroc, mais on voit très bien à quel point la Chine exploite cette crise sanitaire pour tenter de s'imposer dans les différents pays. Enfin, la politique africaine du Maroc que j'ai déjà évoquée plusieurs fois, où on observe le Maroc qui refuse de se tourner vers la Tunisie et l'Algérie, mais en revanche promeut une diplomatie active en direction du Burkina, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Guinée-Bissau, du Malawi, la Mauritanie, du Niger, etc. Et donc, une véritable exploitation diplomatique de la crise au profit de la politique africaine du Maroc. En conclusion, il me semble très important de refuser les explications du déroulement de la crise et des mesures prises par les différents États par le simple tout sécuritaire. Je crois que l'explication par le tout sécuritaire est globalement fausse, même si on la voit fréquemment dans les différents organes médiatiques. Il est intéressant de voir que, comme souvent, les crises sont l'occasion aussi d'entamer des réformes structurelles. Dans le cas du Maroc, on voit que cette crise a servi à l'élargissement de la couverture sociale obligatoire pour tous, alors que jusqu'à présent, c'était un dossier extrêmement difficile à imposer. Donc, les crises, comme souvent en contexte autoritaire, peuvent être des occasions de réforme. Et ce qui va de pair avec mon refus de l'explication par le tout sécuritaire, c'est que, avant tout, les réactions des différents États, même si ce sont des réactions de type autoritaire, sont des réactions à une crise sanitaire et non pas à une crise politique. Et les mesures qui ont été prises par ces États doivent d'abord être évaluées au regard de l'enjeu sanitaire qui était prioritaire et prédominant pour ces autorités. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Baudouin, pour votre présentation sur le Maghreb et toutes les questions que vous soulevez en conclusion pendant la discussion et qui font écho aussi à d'autres situations dans d'autres pays.